Hollywood a produit des centaines de films de guerre, mais tous ne passent pas l'épreuve des critiques les plus exigeants, les hommes et les femmes qui ont réellement vécu le chaos. Les vétérans ne se soucient pas des effets clinquants ou des stars glamour, ils se soucient de la vérité. Quels films les ont fait hocher la tête en signe de reconnaissance, ou même verser une larme discrète dans l'obscurité? Vous pourriez penser connaître les choix évidents, mais attendez de voir quels titres les vétérans appellent leurs plus grands. Il faut sauver le soldat Ryan, 1998. Le film qui a redéfini le cinéma de guerre moderne n'a pas seulement diverti les vétérans, il les a bouleversés au plus profond. Quand Steven Spielberg a débuté avec le débarquement de Normandie, les vétérans en salle auraient halté, pleuré et sont sortis reprendre leur souffle. Le débarquement d'Omaha Beach est souvent considéré comme la séquence la plus réaliste jamais portée à l'écran, non pas en raison des explosions spectaculaires, mais plutôt grâce à l'incroyable attention portée aux petits détails. On y retrouve le son assourdi des oreilles qui bourdonnent, la caméra qui vacille et tremble comme le regard terrifié d'un soldat, et le caractère soudainement aléatoire de ceux qui tombent et de ceux qui parviennent à survivre. Tom Hanks y incarne le chef d'une escouade envoyée pour une mission de sauvetage presque impossible. Mais ce qui a marqué les vétérans, ce n'était pas l'intrigue, c'était la façon dont les hommes se comportaient. Ils se disputaient, riaient et doutaient, comme de vraies escouades sous pression. Spielberg s'est assuré qu'aucun acteur ne ressemblait à un super-héros. Au lieu de ça, ils étaient fatigués, sales, effrayés et douloureusement humains. Les vétérans disent souvent que ce film a capturé la confusion de la bataille mieux que tout ce qui a précédé ou suivi. Certains le créditent même d'avoir déclenché une nouvelle vague de respect pour ceux qui ont servi. Avec plus de 480 millions de dollars de recettes mondiales, ce fut aussi un carton. Mais demandez à un vétéran ce qu'il retient. Il ne vous parlera pas des ventes de billets. Il vous racontera les 27 premières minutes qui donnaient l'impression de revivre l'histoire. Band of Brothers, 2001. Pas techniquement un film, mais les vétérans ont insisté pour que cette mini-série HBO y figure. Band of Brothers suit la Easy Company de la 101e Airborne, de l'entraînement à travers l'Europe, offrant à l'histoire l'espace de se développer sur 10 épisodes. Les vétérans ont adoré ce format long car, contrairement à un film de 2 heures, il montrait la lente et dure réalité de la guerre. Les semaines de froid, l'attente interminable, les liens forgés dans les tranchées. Tom Hanks et Steven Spielberg l'ont produit avec un souci obsessionnel du détail. Les membres survivants d'Easy Company étaient consultants, et certains sont même apparus dans des interviews qui ponctuèrent les épisodes. Cette authenticité comptait. Les vétérans ont retrouvé leurs propres histoires dans des moments tels que l'épisode de Bastogne où des hommes gelaient dans la neige, presque sans ravitaillement. La série n'a pas idéalisé leur lutte, elle l'a montré dans des détails douloureux et épuisants. Chaque soldat qui regardait pouvait désigner des scènes qui semblaient tout droit sorties de sa mémoire. La camaraderie, les chamailleries, la façon dont l'humour et le désespoir se mêlent quand le monde autour de vous s'effondre. Les vétérans ont particulièrement loué la façon dont la série gérait les remplaçants, de nouveaux visages rejoignant une unité où les liens avaient déjà été forgés par le feu. Cette tension était réelle. Band of Brothers a remporté des Emmy Awards et les éloges de la critique, mais les vétérans le classent souvent au-dessus des films à gros budget. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de saisir ce qui comptait vraiment. Des hommes ordinaires endurant l'extraordinaire ensemble. Il reste la référence absolue pour un récit authentique sur la Seconde Guerre mondiale. Bataille 1949. Si Il faut sauver le soldat Ryan était la référence moderne. Battleground était le préféré des vétérans de son époque. Sorti à peine 4 ans après la fin de la guerre, ce classique de la MGM était centré sur la bataille des Ardennes. 20 vrais vétérans ont entraîné les acteurs et certains sont même apparus à l'écran. Ce lien a donné au film un avantage. Quand les personnages plaisantaient ou maudissaient le froid, ça ne semblait pas scénarisé, ça semblait vécu. Le film suit une escouade piégée dans les bois gelés de Bastogne, manquant de nourriture et très stressée, tandis que la propagande allemande hurle des haut-parleurs. Ce que les vétérans ont le plus aimé, c'était la justesse psychologique. Ce n'étaient pas des héros intrépides fonçant vers la gloire, c'étaient des hommes ordinaires, transis, épuisés et effrayés, qui essayaient de faire leur travail. Van Johnson incarne un soldat qui casse des œufs dans son casque, mais il est rappelé avant de pouvoir manger. Le jaune coule dans la neige, gâché. Ce petit moment a plus résonné chez les vétérans que n'importe quel discours dramatique. James Whitmore, lui-même un vétéran des Marines, a incarné le sergent aguerri qui maintient l'unité par sa seule détermination. Le réalisateur William Wellman a créé des paysages enneigés sur le plateau de la MGM, mais les dialogues et les émotions ont apporté le réalisme. Les vétérans classent Battleground plus authentique que certains films modernes, car il a capturé le mélange d'humour et de désespoir qui définit la vie sur le
sur les lignes de front. Il a remporté 2 Oscars et est devenu un succès, mais pour les vétérans, son véritable héritage est l'honnêteté. They Were Expendable, 1945. Sorti alors que les blessures de guerre étaient encore vives, ce drame de John Ford n'a pas mâché ses mots. L'histoire des équipages de vedettes torpilleurs laissés aux Philippines montrait le sacrifice sans le vernis habituel d'Hollywood. Même le titre piquait. Les vétérans savaient exactement ce que cela signifiait de se sentir sacrifiable. John Wayne a joué, mais ce n'était pas son rôle habituel de héros plus grand que nature. Ford, capitaine de la marine pendant la guerre, s'est moqué de Wayne pendant le tournage pour avoir évité le service, le forçant à une performance plus sobre et vulnérable. Robert Montgomery, qui avait commandé de véritables vedettes torpilleurs, a même dirigé des scènes lorsque Ford était blessé, ajoutant une couche d'authenticité impossible à simuler. Le film montre des bateaux luttant contre des chances désespérées face à la flotte japonaise. Il n'y a pas de victoires éclatantes ici, juste des hommes gagnant du temps avec leur vie pour que d'autres puissent se regrouper. Les critiques ont loué le réalisme brut, mais le public de 1945, fatigué des histoires de guerre, n'était pas prêt. Le film a échoué au box-office. Les anciens combattants, cependant, l'ont maintenu en vie pendant des décennies grâce aux diffusions télévisées nocturnes. Ils le respectaient parce qu'il ne maquillait pas la défaite. Au lieu de cela, il honorait le courage des hommes qui se battaient en sachant que la survie n'était pas garantie. Pour beaucoup de ceux qui ont vécu ces années, They Were Expendable n'était pas juste un titre de film, c'était une vérité amère inscrite dans leurs souvenirs. The Best Years of Our Lives, 1946. Toutes les histoires de guerre ne se déroulent pas sur le champ de bataille. Ce classique primé aux Oscars abordait ce qui venait après, le retour à la maison. Sorti juste 1 an après la fin de la guerre, il suivait 3 militaires qui luttaient pour se réintégrer dans la vie civile. Les anciens combattants l'ont trouvé étrangement précis. Le rôle marquant appartenait à Harold Russell, un véritable vétéran qui a perdu ses 2 mains dans un accident d'entraînement. Il jouait Homer Parrish, un jeune homme apprenant à vivre avec des crochets prothétiques. Russell n'était pas un acteur formé, mais sa présence brute lui a valu 2 Oscars, un exploit jamais répété. Son histoire a profondément touché les vétérans, leur rappelant que toutes les blessures ne sont pas visibles ou facilement guéries. Le film a également exploré les difficultés financières, les mariages tendus et les batailles silencieuses du stress post-traumatique. Le personnage de Frederick Marsh, un banquier devenu alcoolique, faisait hocher la tête aux vétérans avec compréhension. Dana Andrews jouait un bombardier qui finit par travailler derrière un comptoir de soda, symbole de la rapidité avec laquelle la gloire s'estompe au retour. Le réalisateur William Wyler avait participé à de vraies missions de bombardement en Europe. Il connaissait donc le poids que ces hommes portaient. Les anciens combattants ont loué la façon dont le film leur a rendu leur dignité tout en montrant leur douleur. Les familles s'attendaient à retrouver leurs héros. Au lieu de cela, elles ont retrouvé des hommes qui avaient été changés à jamais. Les plus belles années de notre vie n'a pas seulement raflé les Oscars, il est devenu un miroir pour toute une génération. Pour les anciens combattants, cela reste l'un des rares films qui a compris que la partie la plus difficile de la guerre n'est pas toujours de partir. Parfois, c'est de revenir. Le pont de la rivière Kwai, 1957. À première vue, cela ressemble à une histoire d'officiers britanniques construisant un pont en Thaïlande. Mais les vétérans soulignent rapidement qu'il s'agit en réalité du point de rupture de la fierté et de la raison. Alec Guinness joue le colonel Nicholson, un homme tellement obsédé par l'ordre militaire qu'il finit par aider l'ennemi, ne réalisant que trop tard le coût de sa discipline aveugle. Le réalisateur David Lean n'a pas pris de raccourci. Il a passé des mois à étudier des récits réels de prisonniers de guerre et la construction brutale du chemin de fer de Birmanie. Le sous-plot de commando de William Holden maintient la tension à son comble, mais ce que les vétérans ont le plus apprécié, c'est la complexité morale. Il n'y avait pas de héros simples, juste des hommes pris dans une situation impossible où survivre signifiait contourner les règles, parfois au-delà de toute reconnaissance. La marche sifflée colonel Bogey est devenue un hymne que les soldats reconnaissaient instantanément. Les ingénieurs ont loué le réalisme pur du design et de la destruction du pont. Les vétérans, surtout ceux qui avaient enduré la captivité, ont respecté le film pour montrer que la guerre n'était pas toujours une question de courage, mais souvent d'endurance. Et parfois, la ligne entre dignité et folie s'estompe complètement. Le pont de la rivière Kwai a raflé les Oscars, remportant le prix du meilleur film et 6 autres. Mais au-delà des récompenses, les vétérans se voyaient dans les visages silencieux et tourmentés d'hommes s'accrochant au protocole alors que le monde autour d'eux s'effondrait. Cela reste un rappel obsédant que parfois, le plus grand ennemi est à l'intérieur. Das Boot, 1981. Peu de films ont rendu les vétérans claustrophobes rien qu'en regardant. Das Boot de Wolfgang Petersen en fait partie. Il emmène les spectateurs dans le ventre d'acier suffocant d'un sous-marin allemand pendant la bataille de l'Atlantique.
Les vétérans qui avaient servi en mer ne pouvaient pas croire à quel point c'était précis. Le bruit incessant, les réparations mécaniques constantes, la sueur et la peur qui dégoulinait de chaque surface. Jürgen Prochnow joue le capitaine, un marin professionnel piégé dans une guerre à laquelle il ne croit pas, essayant désespérément de garder son équipage en vie. Les vétérans ont remarqué que le film refusait de glorifier la mission. Au lieu de cela, il montrait la vérité universelle. Des hommes sous pression restent des hommes, quel que soit leur drapeau. L'attention aux détails était obsessionnelle. Les décors du sous-marin étaient construits si étroitement que les caméras y entraient à peine, forçant les acteurs et l'équipe à vivre dans les mêmes conditions étouffantes que les vrais marins. Chaque cadran, chaque valve, chaque ruée frénétique lors d'une plongée sonnait juste. Les vétérans de la marine ont particulièrement loué les séquences montrant les procédures d'urgence et le contrôle des dommages. Elles semblaient douloureusement familières. D'une durée de près de 3 heures, le film ne se précipitait pas, et c'était le but. La tension prolongée créait une impression de temps réel, reflétant la sensation des patrouilles interminables. Les vétérans disent que Das Boot a capturé le fardeau mental du combat sous-marin mieux que tout autre film avant ou depuis. Il a reçu des nominations aux Oscars et une reconnaissance mondiale, mais sa véritable réussite a été de faire ressentir au public ce que les vétérans savaient déjà. La vie à l'intérieur d'un sous-marin était une survie des plus brutales. Le jour le plus long, 1962. Lorsqu'il s'agissait de capturer l'ampleur du jour J, les vétérans désignaient constamment le jour le plus long. Contrairement aux films ultérieurs qui se concentrent sur une seule escouade, cette épopée a jeté un large filet, montrant les perspectives des troupes américaines, britanniques, françaises et même allemandes. Les vétérans ont loué l'attention portée aux tactiques et à la logistique, des parachutistes atterrissant dans les vergers aux assauts de plage sous un feu écrasant. Le film comptait une distribution de stars, John Wayne, Robert Mitchum, Sean Connery, Henry Fonda. Mais ce qui importait aux vétérans, ce n'était pas le facteur célébrité, c'était l'authenticité. Le réalisateur Ken Anakin a travaillé avec de vrais vétérans du jour J en tant que consultant, s'assurant que les détails sonnaient justes. Ce que les vétérans ont le plus aimé, c'était le chaos. Les plans se sont effondrés immédiatement, les radios ont échoué, les hommes ont atterri dans les mauvais champs et l'improvisation a régné. Cela leur était familier. Les vétérans qui y avaient été ont dit que le film capturait l'imprévisibilité de l'invasion plus honnêtement que tout autre auparavant. Les 3 heures de durée ont permis de montrer comment chaque partie de l'invasion était connectée, soulignant la complexité pure de la plus grande attaque amphibie de l'histoire. Même les vétérans allemands respectaient la représentation équilibrée de leur camp, notant l'absence de caricatures. Le jour le plus long a remporté des éloges de la critique et plusieurs récompenses, mais pour les vétérans, il a servi de sorte de mémorial. Le regarder n'était pas seulement du divertissement, c'était une reconnaissance de la folie, du courage et du chaos qui ont défini l'un des jours les plus cruciaux de l'histoire. Go for Broke, 1951. Ce film n'était pas juste un drame de guerre, c'était une déclaration. Go for Broke racontait l'histoire du 440e régiment de combat, composé de soldats américano-japonais combattant en Europe, tandis que leurs familles étaient forcées dans des camps d'internement chez eux. Les vétérans l'ont loué pour son honnêteté, n'hésitant pas à montrer les préjugés auxquels ces soldats faisaient face, même au sein de leur propre armée. Van Johnson jouait un lieutenant réticent qui devait apprendre à respecter ses hommes, mais le véritable poids venait du casting lui-même. Beaucoup des acteurs étaient d'anciens combattants du 442e. Cette authenticité transparaissait dans leurs performances, donnant au film un aspect quasi documentaire. L'expression « go for broke » vient de l'argot hawaïen signifiant « tout risquer », et le véritable 442e l'incarnait. Ils sont devenus l'unité la plus décorée de l'histoire militaire américaine, remportant plus de 18 000 récompenses. Les vétérans de tous horizons respectaient ce niveau de courage. Le réalisateur Robert Pirog, qui a également écrit Battleground, savait comment capturer le bavardage, l'humour et le courage des soldats. Les vétérans ont adoré la façon dont le film montrait non seulement les batailles, mais aussi le fardeau de prouver sa loyauté face à l'injustice. Le film est devenu un succès au box-office et a contribué à changer l'approche d'Hollywood pour représenter les soldats issus de minorités. Les anciens combattants le recommandent souvent comme un rappel que le courage prend de nombreuses formes et que parfois les batailles les plus difficiles ne se déroulent pas à l'étranger mais dans son propre pays. Tu ne tueras point, 2016. Certains héros portèrent des fusils, d'autres des brancards. Tu ne tueras point raconte l'histoire de Desmond Doss, un infirmier qui a refusé de porter des armes mais a tout de même sauvé 75 hommes pendant la bataille d'Okinawa. Les vétérans l'ont adoré parce qu'il prouvait que le courage ne signifiait pas toujours combattre. Cela pouvait signifier risquer sa vie pour traîner les autres en sécurité. Andrew.
La performance de Garfield a capturé la force tranquille de Doss, mais ce que les vétérans ont le plus remarqué, c'est l'authenticité de la médecine sur le champ de bataille. Le film montrait la brutalité de transporter des hommes blessés en bas des falaises, de soigner des blessures sous le feu et d'improviser lorsque les fournitures s'épuisaient. Les vétérans ayant une expérience médicale ont dit que c'était l'une des représentations les plus réalistes de l'aide en première ligne qu'ils aient jamais vues. La production s'appuyait sur des effets pratiques, rendant les séquences de combat brutes et non polies, tout comme la réalité. Les vétérans ont respecté la manière dont cela montrait le ridicule que Doss a enduré de la part de sa propre unité avant de gagner leur respect de manière difficile. Hacksaw Ridge a remporté les éloges de la critique et de nombreux prix, mais ce qui comptait le plus était la reconnaissance qu'il a donnée aux médecins. Les vétérans disent souvent que ce film a enfin mis en lumière les hommes qui sauvaient des vies au lieu de les prendre. Pour ceux qui ont servi dans des rôles médicaux, c'était attendu depuis longtemps. Lettre d'Iwo Jima, 2006. Clint Eastwood a fait quelque chose que peu de réalisateurs hollywoodiens ont osé. Il a raconté l'histoire d'Iwo Jima entièrement du point de vue japonais. Les vétérans l'ont salué parce qu'il a humanisé l'ennemi, montrant que les soldats des deux côtés rêvaient de rentrer chez eux, craignaient la mort et affrontaient des obstacles impossibles. Ken Watanabe a joué le rôle du général Kuribayashi, un commandant dépeint avec dignité et compassion, essayant de préparer ses hommes à une défaite certaine. Les vétérans ont noté comment le film évitait la propagande, se concentrant plutôt sur les individus piégés dans le courant de l'histoire. Eastwood a filmé en japonais avec des sous-titres, ajoutant à l'authenticité. Les vétérans ont apprécié l'honnêteté. Cela n'a pas édulcoré la dureté de la bataille, mais n'a pas non plus dépouillé les soldats de leur humanité. Certains vétérans ont même dit que cela les avait aidés à comprendre les hommes qu'ils avaient autrefois combattus, reconnaissant une expérience de soldats partagés qui transcendait la nationalité. Le film Compagnon, Mémoire de nos pères, se concentrait sur les troupes américaines levant le drapeau sur Iwo Jima. Mais ce sont les lettres qui ont marqué les vétérans. Ils l'ont vu comme une rare tentative d'équilibre de la part d'Hollywood. Les critiques l'ont salué, le public l'a respecté et les vétérans l'ont recommandé comme l'un des films de guerre les plus importants du XXIe siècle. Lettre d'Iwo Jima ne parlait pas de gagner ou de perdre, il s'agissait de comprendre, et cela, disent les vétérans, est le genre de film qui dure. En pleine tourmente, 1965. Toutes les histoires de guerre ne concernent pas l'assaut des lignes de front. En pleine tourmente montraient les luttes plus silencieuses et plus sombres du leadership dans le Pacifique. John Wayne et Kirk Douglas incarnaient des officiers de la marine naviguant à travers des échecs personnels, des familles brisées et des décisions impossibles, tandis que le monde s'effondrait autour d'eux. Les vétérans ont été touchés par l'honnêteté. Au lieu d'héroïsme évident, le film montrait l'alcoolisme, l'ambiguïté morale et l'écrasante responsabilité du commandement. Otto Preminger l'a même tourné en noir et blanc pour souligner la moralité grise de la guerre. L'histoire commence avec Pearl Harbor et suit les officiers à travers les premiers jours chaotiques de la défaite, lorsque la victoire semblait loin d'être garantie. Les vétérans ont apprécié la façon dont cela montrait la confusion, les protocoles s'effondrant, les ressources s'amenuisant, les dirigeants forcés de choisir entre le pire et le moins pire. Les vétérans de la marine ont particulièrement loué l'atmosphère à bord des navires, les tensions dans la chaîne de commandement, la peur silencieuse avant les grandes opérations, la manière dont les décisions hantaient les dirigeants longtemps après que les ordres aient été donnés. Tout cela semblait authentique. Le film a connu un succès au box-office, mais les vétérans l'ont apprécié pour son portrait sans concession du coût humain du leadership. Pour beaucoup de ceux qui ont servi, In Harm's Way parlait moins de gloire et plus de survie de la conscience en des temps impossibles. Fury, 2014. La plupart des films de guerre suivent l'infanterie. Fury s'est installé dans un char. Brad Pitt dirige un équipage de Sherman à travers les derniers mois de la campagne européenne et les vétérans des unités blindées ont été stupéfaits par le niveau de détail. De vrais chars Sherman et Tiger ont été utilisés sur le plateau, rendant les séquences de combat brutalement authentiques. Ce que les vétérans ont le plus loué, c'est la claustrophobie. À l'intérieur du char, l'équipage vivait, combattait et s'effondrait presque ensemble. Le film a capturé la sueur, le bruit et la saleté de la guerre blindée mieux que tout ce qui l'avait précédé. Les vétérans ont noté comment même les petits détails, charger des obus, réparer des pannes mécaniques, naviguer dans la boue, étaient traités avec une précision minutieuse. Shia LaBeouf est resté célèbrement non lavé pendant le tournage pour imiter les conditions, et tout le casting a suivi un camp d'entraînement dirigé par un conseiller militaire vétéran. Cette préparation s'est vue. Les vétérans ont dit que la dynamique de l'équipage, se chamaillant un moment, se protégeant l'instant d'après, ressemblait exactement à la vie à l'intérieur d'une boîte en métal sur roue. Le climax, avec l'équipage tenant sa position contre des forces écrasantes, a impressionné les vétérans par son réalisme tactique.
Mais plus que ça, il montrait le coût psychologique d'être piégés ensemble dans des conditions si brutales. Fury, ce n'était pas la gloire, c'était du cran. Et pour les vétérans qui connaissaient l'intérieur d'un char, ça semblait inconfortablement réel. The Big Red One, 1980. Le réalisateur Samuel Fuller n'avait pas besoin d'imaginer ce qu'était la vie d'un fantassin, il l'a vécu. Vétéran de la première division d'infanterie, surnommé The Big Red One, il a utilisé ses propres expériences pour créer un film que les vétérans ont respecté pour son honnêteté brute. Lee Marvin incarne le sergent grisonnant qui guide de jeunes soldats à travers l'Afrique du Nord, la Sicile, la Normandie et jusqu'en Allemagne. Les vétérans saluent le style épisodique du film, montrant que la guerre n'était pas une seule longue histoire continue, mais une série de batailles, de marches et de brefs répits. Mark Hamill incarne l'une des jeunes recrues, représentant l'afflux constant de remplaçants dans les unités vétérans. Cette dynamique, de nouveaux visages arrivant pour remplir des bottes vides, était quelque chose dont les vétérans se souvenaient très vivement. Le film évitait les discours à la Hollywood. Au lieu de cela, il se concentrait sur la survie, l'adaptation et l'humour noir que les soldats utilisaient pour faire face. Fuller a même inclus la libération des camps de concentration, montrant le choc moral que les soldats ont ressenti en découvrant l'ampleur véritable de la destruction. Les vétérans ont admiré The Big Red One pour avoir su capturer la vérité sans phare. La guerre n'était pas une affaire de gloire, mais de survivre au jour suivant, puis à celui d'après. L'expérience vécue de Fuller a donné au film une autorité qu'aucun polissage de studio n'aurait pu simuler. Requiem pour un massacre. Aucun film n'a autant perturbé les vétérans. Le réalisateur soviétique L.M. Klimov a créé Requiem pour un massacre comme un portrait déchirant du front de l'Est. Les vétérans ont dit que c'était ce qui s'était le plus approché au cinéma, de montrer ce que la guerre fait aux civils, surtout aux enfants. Le film suit un jeune Biélorusse qui rejoint des partisans et perd progressivement son innocence en étant témoin d'horreurs indicibles. Les vétérans ont loué son honnêteté sans concession. Il ne montrait pas la bataille comme un triomphe, mais comme une dévastation. Des villages brûlés, des familles détruites, et le visage d'un enfant vieillissait de décennies en quelques heures. L'imagerie surréaliste, les hallucinations, les sons distordus, le rythme onirique, ce n'était pas que du style. Les vétérans ont dit que cela reflétait le traumatisme psychologique d'avoir été témoins d'atrocités. Pour ceux qui ont combattu sur le front de l'Est, le film a saisi une vérité que les statistiques et les livres d'histoire n'auraient jamais pu. De nombreux vétérans ont prévenu que c'était presque insoutenable à regarder, mais ont aussi dit que c'était nécessaire. Ils montraient la part de la guerre souvent omise dans les films occidentaux, les civils pris au piège. Requiem pour un massacre a reçu un accueil international, mais son véritable héritage réside dans la façon dont les vétérans en parlent encore, comme le film de guerre le plus brutalement honnête jamais réalisé. Tora, Tora, Tora. La plupart des films de guerre choisissent une perspective. Tora a été tourné en double. Une moitié à Hollywood, l'autre au Japon, montrant Pearl Harbor des deux côtés. Les vétérans ont admiré cet équilibre, le qualifiant d'une des représentations les plus justes d'une journée cruciale. Le film a évité le mélodrame. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur les détails, les erreurs de communication, la planification et le désastre au ralenti des signaux ignorés. Les vétérans ont apprécié qu'il n'y ait pas de méchants caricaturaux ni de héros parfaits. Chacun était humain, chacun faisait des erreurs et ces erreurs ont mené à la catastrophe. Les séquences aériennes ont stupéfié le public, mais ce que les vétérans ont le plus remarqué, ce sont les petits détails. Des officiers frustrés par la bureaucratie, des pilotes vérifiant nerveusement leurs appareils, des familles prises au dépourvu, tandis que l'histoire basculait autour d'elles. Pour ceux qui avaient vécu Pearl Harbor, c'était d'une exactitude effrayante. Même les vétérans japonais ont salué le film pour son honnêteté, un compliment rare dans un genre souvent dominé par des récits unilatéraux. L'équipe de production internationale a travaillé de concert pour garantir l'authenticité jusque dans les uniformes, les procédures et les erreurs de communication. Tora n'a pas rencontré un grand succès commercial aux États-Unis, mais les vétérans ont continué à le recommander. Ils l'ont fait car ils respectaient à la fois l'histoire et ceux qui l'ont vécu. Le film a prouvé que les histoires de guerre les plus poignantes ne proviennent pas de l'exagération, mais simplement du fait de dire la vérité. 12 O'Clock High, 1949. Demandez à un équipage de bombardiers vétérans quel film a le mieux dépeint la réalité. Beaucoup citeront 12 O'Clock High. Avec Gregory Peck, il se concentrait sur la tension écrasante des missions de bombardement de jour au-dessus de l'Europe. Les vétérans admiraient comment il dépouillait le glamour et se concentraient sur
sur l'épuisement, le leadership et le coût de la responsabilité. Le personnage de Peck, le général de brigade Savage, prend en charge un groupe d'aviateurs démoralisés. Au début, il est dur, exigeant la perfection, mais peu à peu, le film révèle le prix à payer. Même les leaders peuvent craquer sous le rythme implacable des missions. Les vétérans reconnaissaient cet effondrement. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la réalité. Le film est reconnu pour son exactitude. Les anciens équipages de bombardiers louent la manière dont il a capturé à la fois les aspects techniques et le fardeau émotionnel de voir des amis ne pas revenir des missions. Au lieu de dramatiser un grand moment, il a peint un portrait du stress cumulatif. Les vétérans ont dit que c'était la partie que la plupart des films manquaient. Les critiques l'ont salué comme l'un des meilleurs drames de guerre de son époque, et l'armée de l'air américaine l'a même utilisé comme outil de formation au leadership. Les vétérans disent que c'est la preuve ultime. Lorsqu'un film est utilisé pour enseigner aux nouveaux officiers la pression mentale du commandement, vous savez qu'il a capturé quelque chose de réel. 12 O'Clock High n'était pas tape à l'œil, mais pour les vétérans des cieux, il était douloureusement précis. Patton, 1970. Quand George C. Scott est apparu à l'écran en tant que général George S. Patton, les vétérans n'ont pas seulement vu un acteur, ils ont vu le général lui-même. Sa voix rude, ses yeux perçants et ses contradictions ont rendu cette performance légendaire. Certains vétérans l'ont qualifié de l'étude de caractère la plus précise d'un leader en temps de guerre jamais filmée. Le film ne cache pas les défauts de Patton. Son tempérament, son arrogance et son obsession de la gloire sont pleinement exposés. Les vétérans respectaient cela. Ils savaient que les vrais leaders n'étaient pas parfaits. Ils étaient compliqués, parfois exaspérants, mais efficaces quand cela comptait. Le discours d'ouverture devant le gigantesque drapeau américain est devenu emblématique, mais la véritable force du film réside dans les moments de calme. Scott a montré Patton luttant avec le doute, l'envie et le lourd fardeau du commandement. Les vétérans ont dit que ses failles le rendaient humain, pas seulement un symbole. Le film a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur. Pourtant, son plus grand accomplissement pourrait être d'avoir ravivé le débat parmi les vétérans sur les styles de leadership. Certains adoraient Patton. D'autres le détestaient, mais presque tous s'accordaient à dire que le film avait saisi sa complexité. Pour les vétérans, Patton n'était pas une question d'adoration, c'était une question de reconnaissance. Ils voyaient dans la performance de Scott la vérité difficile. Les leaders peuvent être brillants et profondément imparfaits en même temps. Stalag 17, 1953. Avant que Hogan's Heroes ne transforme la vie des prisonniers de guerre en comédie, il y avait Stalag 17, une vision acerbe et cynique de la vie à l'intérieur d'un camp de prisonniers allemands. Les vétérans l'ont respecté pour avoir trouvé le ton juste, un mélange d'ennui, d'humour et de suspicion constante. William Holden joue Sefton, un prisonnier cynique accusé de collaborer avec l'ennemi. Les vétérans adorent le réalisme de son interprétation. Sefton n'était ni noble ni inspirant, mais il était crédible. Le véritable drame ne venait pas des tentatives d'évasion, mais de la paranoïa de ne pas savoir à qui faire confiance. Contrairement à de nombreux films de l'époque, Stalag 17 ne dépeignait pas ses prisonniers comme des martyrs saints. Ils étaient des hommes imparfaits, complotants, se disputant et parfois se trahissant pour survivre. Les vétérans disaient que cela sonnait juste. L'équilibre du film entre l'humour noir et la tension reflétait leurs propres souvenirs de tentatives de rester sains d'esprit sous confinement. Réalisé par Billy Wilder, qui a fui l'Europe pendant la montée du fascisme, le film portait un poids personnel. Les vétérans ont remarqué cette authenticité. Stalag 17 a valu à Holden un Oscar et a gagné le respect durable des anciens prisonniers de guerre qui ont dit qu'il capturait à la fois la mesquinerie et la résilience de la vie derrière les barbelés. Ce n'était pas à propos de grandes batailles. C'était à propos de la guerre silencieuse, menée jour après jour dans l'ombre. A Bridge Too Far, 1977. Certains films glorifient les plans audacieux. Un pont trop loin a montré ce qui se passe quand l'audace devient imprudence. La production massive de Richard Attenborough a abordé l'opération Market Garden, la tentative malheureuse des Alliés de s'emparer de ponts aux Pays-Bas. Les vétérans l'ont salué pour son honnêteté. Il a montré comment même des armées brillantes pouvaient se surpasser. Le film comptait l'un des plus grands castings jamais réunis. Sean Connery, Jane Hackman, Anthony Hopkins, Michael Caine, Robert Redford, mais il n'a jamais perdu de vue l'histoire. Les vétérans ont apprécié la façon dont il a équilibré le pouvoir des stars avec la réalité sobre de l'échec. Ce qui a le plus frappé les vétérans, c'était le chaos. Les parachutistes ont été largués dans les mauvaises zones. Les radios ont échoué. Les renforts ne sont jamais arrivés. Les plans se sont effondrés heure par heure. Pour les vétérans qui avaient vécu des opérations où tout avait mal tourné, cela sonnait douloureusement vrai. La production n'a épargné aucun.
Détail, tournage sur des lieux réels avec du matériel authentique. Les vétérans ont dit que cela ressemblait moins à un drame hollywoodien et plus à une reconstitution. Un pont trop loin n'était pas le film de guerre triomphant que le public attendait, ce qui a nui à son succès au box-office. Mais pour les vétérans, cette honnêteté était sa force. Cela leur rappelait que toutes les missions ne se terminent pas par une victoire, et c'est une vérité qui mérite d'être retenue. Voilà, 20 films de guerre que les vétérans eux-mêmes placent au-dessus des autres. Vous remarquez un motif? Ce ne sont pas les explosions spectaculaires ou le glamour hollywoodien qui ont gagné leur respect. C'est le courage, l'honnêteté, la réalité désordonnée de la survie, du leadership et de la perte. À vous de jouer. Votre préféré a-t-il été sélectionné ou en avons-nous oublié un? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'exploration de l'histoire du cinéma qui compte.